France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et les chaînes parlementaires. Alors, nous allons vous proposer dans quelques minutes dans notre partie débat un débat sur le Mercosur, grand accord avec l'Amérique latine. Mais tout de suite, nous avons le plaisir d'être installés au cercle interallié à quelques mètres de l'Élysée pour parler du flanc est de l'Union européenne, car nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir le président de la Roumanie, Nicu Jordan. Bonjour, merci d'être avec nous, Monsieur le Président. Je rappelle que vous avez étudié les mathématiques, y compris à l'École normale supérieure française, qui explique votre bon français. Et on verra. On verra. Vous avez été élu président en mai dernier avec 53,6% des suffrages face à un candidat d'extrême droite, Georges Simion, avec un programme que vous aviez donc indépendant et anti-corruption. Une présidence qui soulage à ce moment-là l'Union européenne et l'Ukraine voisine. La précédente élection avait d'ailleurs été annulée. C'était une première en Europe. Est-ce que vous jugez, avec le recul, que vous avez bien fait, que cette annulation était justifiée ? Sans doute, sans doute. C'est-à-dire, on peut dire maintenant, très franchement, qu'on a eu une campagne de désinformation russe qui a commencé il y a 10 ans, donc juste après Crimée, et qui, on n'a pas fait, les autorités roumaines n'ont pas fait beaucoup d'attention. On l'a pensé mineur, mais il y avait une technologie très sophistiquée qui s'était mise dans les dernières 2, 3, 4 semaines avant les élections de l'année dernière. Dans les moments où la Cour constitutionnelle a annulé les élections, on n'avait pas toutes les informations, mais maintenant on peut dire sûrement qu'il y avait une influence russe, d'une part, et d'autre part que les règles de financement de la campagne électorale n'ont été pas bien respectées d'une manière très très grossière. Nicu Jordan, la Roumanie, c'est 19 millions d'habitants qui ont connu une progression de 134% de leur pouvoir d'achat moyen en 20 ans. C'est la plus importante en Europe, mais elle n'est pas uniforme. D'ailleurs, aujourd'hui, le déficit de votre pays atteint 9%. C'est 3 fois la limite des 3% autorisés par les règles de l'Union européenne. Une inflation record aussi. Vous devez prendre des mesures d'austérité sur cette année et la prochaine. Et donc, un mécontentement ? Oui, donc, tout d'abord, le déficit de cette année sera 8,4. Et l'année, donc, on a déjà pris ces mesures difficiles. Cette mesure difficile, on met l'inflation à 10%. Ces mesures seront prises également pour l'année prochaine. Donc, il n'y aura pas des mesures supplémentaires que les gens ne savent pas encore. Et l'année prochaine, on sera entre 6 et 6,5. Donc, on se rapproche de ces 3%. C'est vrai que c'était difficile, mais on n'a pas eu vraiment d'alternative parce qu'on a une dette publique et c'est très important de donner le signal de l'investisseur, des fonds d'investissement, des banques, tout cela, que la Roumanie va régler son déficit. Mais vous ne pouvez pas, par exemple, rejoindre la zone euro, comme c'est le cas de la Bulgarie au 1er janvier. Est-ce que ça vous regrettez ? Non, pour l'instant, la Roumanie, on est dans la bonne trajectoire pour être dans la OCDE l'année prochaine. Donc, ce qui est important pour nous, d'avoir de l'investissement étranger qui vient. Et je pense qu'on est bien placé. Après réduire le déficit de OCDE, 3, donner une prédictibilité fiscale, je pense que ça va se passer. Alors, le pays voisin, la Bulgarie, connaît en ce moment même d'ailleurs de grandes manifestations anti-corruption. Vous avez fait campagne sur ce thème de la corruption. Est-ce que vous avez le sentiment d'être en train de remporter cette lutte contre ce mal qui gangrène l'Est de l'Europe et votre pays, la Roumanie en particulier ? La corruption en Roumanie a beaucoup de niveaux. Au niveau bas, petite administration, au niveau haut. Pour y lutter, on doit avoir des mesures qui soient administratives,
au niveau des procureurs, au niveau du système de justice pour que les procès durent pas assez long qu'ils durent maintenant, et au niveau législatif. Il y a la volonté, mais ça va durer, cette lutte contre la corruption. Alors, Nicu Jordan, comme toutes les semaines, je vous propose de regarder quelques informations européennes. C'est l'Europe en bref, proposée par Isabelle Romero. Après des semaines de manifestations de masse pour dénoncer la corruption dans l'appareil de l'État, le Premier ministre bulgare Rosen Jeliakov a jeté l'éponge. Nous devons être à la hauteur des exigences des citoyens, et leur exigence, c'est la démission du gouvernement. Le gouvernement avait tenté de faire adopter en procédure accélérée le budget 2026, incluant des hausses d'impôts controversées, le premier libellé en euros. Ce petit pays des Balkans, le plus pauvre de l'Union européenne, s'apprête à introduire la monnaie unique le 1er janvier 2026. Les pays de l'UE ont approuvé un net durcissement de leur politique migratoire. Ils prévoient d'expulser les migrants irréguliers vers des hubs de retour situés dans des pays en dehors de l'UE, dont ces migrants ne sont pas originaires, mais que l'Europe considère comme sûrs. Et aussi de sanctionner plus durement ces étrangers refusant de quitter le territoire européen. Magnus Brunner, commissaire européen aux migrations. Il est important de montrer aux citoyens que nous reprenons le contrôle de la situation et que nous remettons de l'ordre dans la maison européenne. Ce plan approuvé par l'extrême droite et la droite au Parlement européen est rejeté par la gauche et plusieurs ONG au nom des droits humains. Victoire pour les pro-européens en Roumanie, avec l'élection du libéral Ciprian Ciucu. Il l'emporte face à l'extrême droite de l'Alliance pour l'unité des Roumains. Ciprian Ciucu a remplacé l'ancien maire Nicu Jordan, devenu président du pays suite à un scrutin annulé pour des soupçons d'ingérence russe. Nicu Jordan, vous étiez maire de Bucarest, je le rappelle, jusqu'à votre élection présidentielle. Le 7 décembre dernier, c'est le libéral Ciprian Ciucu qui a été élu maire de la capitale, une victoire qui renforce la position du Premier ministre roumain à la tête d'une fragile coalition pro-européenne, alors que l'extrême droite ambitionnait de diriger la capitale. D'ailleurs, elle est très haute encore, cette extrême droite. Comment vous l'expliquez dans votre pays, la Roumanie ? C'est vrai, on a un parti qui est anti-européen et même pro-russe. Dans le Parlement, ils sont avec deux autres petits partis, ils sont à 35%, dans les sondages, ils sont à 40%. Mais les gens qui votent ces partis ne sont pas forcément ni anti-européens ni pro-russes. Ils se sentent abandonnés par les autres, par les politiques des partis, disons, classiques qui sont pro-européens, et cette confiance qu'on doit regagner dans les prochaines années. Oui. Regardons un chiffre révélateur. SAFE, c'est l'instrument de l'Union européenne de prêt à prix compétitif pour le secteur de la défense. Et vous avez obtenu 16,7 milliards d'euros de SAFE. C'est le deuxième pays après la Pologne et presque au même niveau que la France. Vous augmentez vos défenses militaires à toute vitesse. Ils vont passer de 2,2% en 2024 à 2,5% du PIB en 2025. Vous craignez quoi ? Une confrontation directe avec la Russie ? Non, mais on doit transmettre aux Russes le fait, comme tous les pays d'Europe, on doit transmettre qu'on est prêt. Mais bien sûr, on ne veut pas avoir une guerre sur le territoire européen. Mais c'est un besoin d'affirmer, voilà, si vous voulez attaquer, on est prêt. Vous investissez dans quoi d'ailleurs? Des armes américaines justement ou européennes? Parce que vous êtes sur le sol français, vous avez acheté un certain nombre d'armes françaises. Est-ce que le tournant pris par l'Amérique de Donald Trump vous fait réfléchir? Oui, donc il y a les contrats américains qui sont jusqu'à 2030, même 2032-2033. Donc je pense qu'on a fait ce que tous les pays d'Europe ont fait. La question de défense, c'était une question comme les autres. Comme la santé, c'était une question comme les autres. Maintenant, avec les contextes géopolitiques qu'on vit maintenant, on doit premièrement dire on doit agir ensemble en Europe pour être capable, dans un intervalle le plus court possible, de se défendre nous-mêmes. Et on doit, en faisant cet effort, de
stimuler notre économie de défense européenne. C'est ce que le programme SAFE le fait. Et si on parle de la France, on a déjà signé, et ça va être partie du SAFE, c'est les contrats avec Mistral. Et il y aura des hélicoptères et probablement, on verra, mais Airbus a une bonne chance. Donc, il y a Thales déjà en Roumanie et ils ont également des chances pour avoir quelques contrats. Donc, mais de toute manière, pour les SAFE, on va tourner vers l'Europe. L'Ukraine est toujours sous pression très forte, jour après jour, des attaques et des drones russes. Ils se voient proposer, les Ukrainiens, une paix, les amputant de certains territoires, le Donbass par exemple, sans garantie sérieuse. Ils ont le sentiment parfois que Russes et Américains s'allient pour les faire capituler et ils sont en mode panique. Est-ce que vous le comprenez et vous l'entendez ? Bien sûr. C'est ce qui se passe à l'Ukraine. C'est un changement terrible pour l'Europe après 80 ans de paix et de stabilité. C'est terrible pour le peuple ukrainien. C'est une menace pour nous parce que l'Ukraine est un bon voisin pour l'instant. Et ce qu'on doit faire, parce que c'est une question qui tient de notre propre sécurité européenne. On doit continuer à aider l'Ukraine, c'est-à-dire transmettre aux Russes le message on sera prêt à aider l'Ukraine à long terme et mettre l'Ukraine dans cette négociation dans la bonne position, c'est-à-dire avoir au moins de la part de l'Europe un support inconditionnel sur la question financière. Nikou Jordan, la nouvelle doctrine américaine, salue la montée en puissance de partis européens patriotiques situés à l'extrême droite de l'échiquier politique en Europe, susceptibles de cultiver la résistance à la trajectoire actuelle de l'Europe. Votre réaction ? Il y a deux choses importantes dans cette doctrine qui concerne l'Europe. L'une, c'est la sécurité. Et ici, ce n'est pas une surprise parce que depuis le premier mandat de Donald Trump, il a dit qu'il va diriger leur politique externe vers le Pacifique. Et deuxièmement, sur cette question idéologique, ils veulent en quelque sorte influencer une idéologie comparable à celle en Europe avec celle américaine. C'est la volonté de l'administration américaine. Maintenant, de la partie de l'Europe, on doit bien sûr, sur la question idéologique, avoir notre propre débat. Et ici, je pense que ça, c'est une des faiblesses de l'Union européenne, le fait qu'on a beaucoup de débats à l'intérieur de notre pays. Mais ces débats ne se transposent pas au débat au niveau européen. Donc, il y a le sentiment pour les citoyens européens qu'il y a des décisions dont ils ne sont pas partis. Et sans doute, au niveau européen, on doit corriger cela. Pour l'Europe, pour les États-Unis, je pense qu'il y a un intérêt qu'il y a une relation transatlantique et je suis très optimiste que cette relation va continuer. L'Union européenne qui a infligé une amende de 120 millions d'euros à X, le réseau social d'Elon Musk, qui a provoqué cette phrase du Mania « L'Union européenne devrait être abolie ». Commentaire. Bien sûr, on est en politique, même internationale, il y a des tensions, mais ce qui est important, c'est qu'on a des différences sur beaucoup de choses. Mais sur les valeurs, les États-Unis ont besoin d'Europe. L'Europe a besoin des États-Unis. Si on regarde de loin, on verra que nos valeurs sont très proches, en fait. Les réseaux sociaux sont monopolistiques. Ils sont américains essentiellement, chinois aussi. Vous avez, dans la présidentielle roumaine, souffert justement des désinformations sur ces réseaux sociaux. Est-ce qu'on a le droit de les encadrer ? Est-ce qu'on a le droit de continuer à les encadrer malgré ces remarques acerbes des milliardaires qui les possèdent ? Bien sûr. On doit défendre nos démocraties, bien sûr. Et sur les démocraties européennes, on doit décider.
on a derrière nous les votes des citoyens roumains et européens et on doit, pour préserver la démocratie dans nos pays, s'il y a des menaces qui viennent par les réseaux sociaux, on doit actionner. Monsieur le Président, sous pression du Danemark qui préside pour le Conseil de l'Union européenne, les pays de l'Union européenne approuvent un durcissement de la politique migratoire en ouvrant la voie justement à l'envoi de migrants dans des centres de rétention extérieurs à l'Union européenne. L'Union européenne se referme ? Ici également, il y a un débat dans nos sociétés et on doit avoir le bon équilibre entre les droits de l'homme pour les gens qui ont des problèmes dans leur pays d'origine et les capacités de nos sociétés d'offrir des conditions aux étrangers. Donc il y a un équilibre qu'on doit garder et la Roumanie est prête pour avoir ce débat à l'intérieur de l'Union. Vous êtes optimiste sur 2026 ? L'avenir de l'Union européenne ? Je suis optimiste pour la Roumanie, je suis optimiste pour l'Union européenne. Quand un dirigeant roumain voulait présenter en public une mesure qui plaisait pas au public, il disait « je veux pas, mais vous savez, c'est l'Europe ». Je pense qu'on a transmis aux non-citoyens que l'Europe, c'est pas vraiment eux. Et ça doit cesser. On est dans un contexte géopolitique qui est extrêmement compliqué, géopolitique, économique, dans ces moments. On ne peut pas, que si tu es petit, tu ne vas pas résister. Donc on doit renforcer l'Union européenne. Et pour cela, on a besoin des citoyens. Et pour avoir les citoyens, on doit les mettre à l'intérieur des débats. Nicu Jordan, merci d'avoir été notre invité, Monsieur le Président de Roumanie. On continue avec la question de l'Union européenne. Doit-elle adopter ou non le fameux traité avec le Mercosur, les pays d'Amérique latine ? C'est notre débat, tout de suite avec les chaînes parlementaires. Bienvenue à Bruxelles, au Parlement européen, où l'on mangera peut-être bientôt du bœuf argentin à la cantine. Les 27 s'apprêtent en effet à donner leur feu vert à l'accord commercial avec les pays du Mercosur, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay et l'Argentine. Donc, c'est un marché de 270 millions d'habitants qui s'ouvrirait ainsi à l'Union européenne avec des droits de douane réduits. Selon les estimations, l'accord pourrait accroître les exportations annuelles de l'UE vers le Mercosur de près de 40% pour atteindre 49 milliards d'euros par an et soutenir ainsi plus de 440 000 emplois dans toute l'Europe. Oui, mais l'Union européenne, sous la pression des droits de douane américains et chinois, cherche en effet de nouveaux débouchés pour son industrie, son agriculture. Et certains pays, comme la France, craignent un dumping environnemental et l'importation de produits traités aux pesticides interdits dans l'Union européenne. Les agriculteurs en particulier redoutent une concurrence déloyale sur les prix et promettent de grandes manifestations autour du sommet du 18 décembre à Bruxelles. La Commission européenne assure de son côté qu'elle multipliera les contrôles et les clauses de sauvegarde. Alors, l'accord avec le Mercosur est-il un bon deal pour l'UE ? Nous allons poser la question à nos invités. Saskia Bricmont, bonjour. Bonjour. Eurodéputée belge, vous siégez au sein du groupe des Verts ici au Parlement européen. Et puis Charles Goerens, bonjour. Bonjour. Vous êtes luxembourgeois, membre vous du groupe Renew ici au Parlement, au centre de l'hémicycle. Charles Goerens, on entend beaucoup dire que c'est le moment d'élargir les horizons de nos partenaires commerciaux, au moment où l'Europe est prise en étau entre la Chine et les États-Unis, de plus en plus protectionnistes. C'est une nécessité dans le moment que nous vivons, cet accord ? Bien entendu, vous avez raison de souligner que l'Union européenne, je le dirais avec mes mots, est laminée entre le dumping chinois et le protectionnisme américain. C'est la raison pour laquelle nous devons diversifier nos canaux d'échange. Je rappelle au passage, et c'est Draghi qui nous l'a écrit dans son rapport sur la compétitivité, que l'Union européenne est tributaire plus que quiconque de l'ouverture des marchés. La Chine dépend à raison de à peu près 45% de l'ouverture des marchés pour ce qui est de ses produits, de sa production nationale. Les Américains, 27%, et l'Union européenne, plus de 50%.
Donc c'est vous dire lorsque le moteur transatlantique tombe en panne, il faut chercher d'autres voies. Donc la génération d'accords qu'a conclu l'Union européenne avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, le Canada, la Corée du Sud, ils sont prometteurs. Si on n'avait pas ça, on serait encore dans une situation bien pire que ce n'est le cas à l'heure actuelle. Alors Sassia Brikmont, vous entendez ce plaidoyer à l'heure où Donald Trump a imposé des droits de douane et continue d'ailleurs à menacer régulièrement de droits de douane pour de nouveaux débouchés et peut-être même de nouveaux alliés géopolitiques en Amérique du Sud? On ne doit pas attendre l'administration Trump pour agir au niveau européen. Et ça fait des décennies que l'Union européenne a cette politique de libre-échange. Et entre-temps, on a le recul nécessaire aussi pour constater les effets positif pour certains secteurs, mais aussi extrêmement impactant pour d'autres, notamment l'environnement, la santé, l'utilisation massive de pesticides dans des pays qui importent ensuite les produits en Europe. Et il faut qu'on se pose la question du modèle, en fait. Et pour les Verts, on a toujours été très clair sur le fait qu'il faut des partenariats mondiaux, mais respecter aussi des règles de commerce équitables. Équitable, ça veut dire quoi? Équitable en matière de revenus, qui soit juste, qui soit durable, tant pour nos pays partenaires et leur population, qu'en Europe ici. Et conclure des accords tout azimut de libre-échange pour se positionner dans le monde et faire concurrence finalement, ou essayer de faire concurrence aux Chinois, aux Américains, pour moi n'est pas la bonne solution. Parce tout azimut, il est négocié depuis de très nombreuses années. Ça fait 25 ans que ce deal est en négociation. On ne le découvre pas depuis hier. Hein. Effectivement, on ne le découvre pas depuis hier et c'est justement une partie des éléments qu'on dénonce dans cet accord, c'est qu'il est négocié sur base d'un mandat d'il y a plus de 25 ans maintenant, qui ne répond pas aux enjeux notamment climatiques. Mais il faut aussi que l'Union européenne assume de protéger son marché. Parce qu'aujourd'hui, la politique d'ouverture des marchés, tous azimuts qu'on connaît depuis des décennies, a des impacts négatifs pour notre agriculture, mais aussi pour nos commerces, avec une concurrence déloyale de plus en plus forte, notamment de la part de la Chine et des États-Unis. Ouverture des marchés, justement, effectivement, au cœur de cet accord, Charles Goerens, il y a des suppressions de droits de douane. 91% des droits de douane sur une série de produits seraient supprimés avec les pays du Mercosur. On parle des voitures, des machines-outils, du vin aussi, du fromage qui était auparavant fortement taxé, plus de 20% la plupart du temps. Est-ce que ça va représenter un vrai boost de croissance? C'est ce que dit la Commission européenne. Alors je vous dirais que cet accord est à la fois une partie de la solution et une petite partie du problème. La partie de la solution consiste à accepter que les produits d'appellation d'origine protégée sont respectés par les pays du Mercosur. Donc ça, c'est une grande avancée. Donc les pays les plus sophistiqués, les plus transformés vont avoir une réelle chance d'être reconnus dans ces pays. Donc ça va être un boost pour la production européenne. Par contre, la viande, bien entendu, en revanche, elle va grever sur le prix de la viande en Europe. Ce qu'il faut voir là-dedans, c'est l'impact de tous les accords commerciaux dans leur ensemble. Il y a le Canada qui exporte la viande bovine vers l'Europe, il y a les États-Unis, il y a maintenant les pays du Mercosur qui exportent déjà. Ça va augmenter, mais on a essayé de limiter la casse en acceptant des quotas. Donc ce qui va au-delà des quotas va continuer à être exploité. Et de plus, on a des mesures de sauvegarde qui nous permettent de réagir dès lors qu'il y a une fluctuation de prix qui pourrait être préjudiciable aux producteurs européens. Alors, on va parler de ces quotas, mais revenons quand même sur cette idée de la Commission européenne de points de croissance en plus, de 440 000 emplois soutenus dans l'Union européenne grâce à cet accord selon elle. On accuse les écologistes de manquer de réalisme sur ce dossier et de risquer de manquer une occasion historique d'avoir des bas prix pour les consommateurs, un peu plus bas, et peut-être même donc plus d'emplois et de la croissance. Des prix bas au détriment de la qualité, c'est un réel problème. Au détriment de l'emploi en Europe, c'est un problème aussi. Je pense que le dogmatisme, il est de l'autre côté de ceux qui pensent que les accords de libre-échange, comme on a toujours fait depuis des décennies, et qui montrent leurs limites aussi sur le plan économique et de la dépendance. Enfin, on voit bien le chantage que fait Donald Trump aux tarifs. J'augmente mes tarifs, sinon on rentre dans des guerres commerciales qui sont loin d'être saines. Je crois qu'en démultipliant ce type d'accord, on augmente non seulement nos dépendances, mais on met aussi en danger des secteurs. Alors certes, certains vont bénéficier, secteur automobile allemand, secteur pharma des produits chimiques, avec l'hypocrisie sans pareil que l'Union européenne continue à produire des produits chimiques, des pesticides qui sont interdits chez nous pour des raisons sanitaires et environnementales, qu'on continue à produire et qu'on va exporter vers les marchés
du Mercosur, mais pas que, et réimporter via des produits transformés, via des produits issus de l'agriculture ici en Europe et les consommer. Il faut m'expliquer où est le dogmatisme de dénoncer ça. Ce sont des questions sanitaires et environnementales qui sont cruciales. Certains secteurs vont bénéficier, mais la Commission européenne elle-même dit que c'est moins de 0,1% du PIB qui va augmenter sur une période de 10 ans. Donc l'effet bénéfique escompté est largement en deçà de tous les effets négatifs que comporte cet accord, tant pour les Européens que pour les partenaires du Mercosur. Mais je pense qu'il y a une difficulté aussi à sortir du logiciel et à penser à d'autres formes de partenariat que l'on pourrait avoir avec les pays partenaires comme ceux du Mercosur. Vous avez commencé tous les deux à parler des craintes. Elles sont notamment exprimées par les agriculteurs, notamment en France. La mobilisation est très forte. Illustration avec le coup de gueule de ces jeunes agriculteurs dans l'Eure. On importe des produits qui ne respectent pas nos normes et donc qui arrivent à des coûts, à des prix cassés. Et donc on va l'utiliser dans la restauration hors foyer où le consommateur s'en apercevra même pas. On va lui cacher ça et lui donner une denrée de moindre qualité, alors que nous en France, et on en est fiers, on est de plus en plus qualitatif sur nos produits. Ça fait 2 ans qu'on nous mène en bateau sur ce sujet-là et il y a un ras-le-bol général et on ne veut vraiment pas que tous ces produits soient importés. Est-ce que vous entendez, Charles Goerens, ce ras-le-bol et surtout cette crainte d'un abaissement de nos normes agricoles à l'occasion de la mise en place de cet accord Mercosur avec le Mercosur? Écoutez, il faut être extrêmement prudent. Il faut faire en sorte que nos standards soient respectés. Il y a aussi la prudence du consommateur en face de produits importés. Il doit, sur l'étiquetage, voir d'où viennent les produits, si les produits sont faits selon nos normes. Moi, je crois aussi en la puissance du consommateur. Pouvons donner une fin de non-recevoir à une exportation grand style des pays du Mercosur. Quant à l'interdiction d'importer des produits contenant des pesticides qui sont interdits chez nous, je suis d'accord avec vous, madame, mais alors il faudrait interdire tout simplement la production chez nous. Si nos standards interdisent que ces produits soient déversés sur le marché européen, je ne vois aucune justification morale pouvant expliquer pourquoi ces produits sont exportés ailleurs. Ça, c'est un no-go absolu. Là, je vous rejoins. D'un autre côté, je ne crois pas tellement à la prospective qui consiste à minimiser les chances de l'Union européenne en matière d'impact sur le produit intérieur brut. Donnons une chance à cet accord. Je crois qu'il y a de réelles chances. Il y a aussi des handicaps et c'est la raison pour laquelle nous sommes efforcés de prendre des mesures susceptibles d'atténuer les méfaits qui pourraient résulter de la mise en application de cet accord. Alors Saskia Brikmont, face à ces inquiétudes, la Commission brandit aussi des chiffres, ceux des quotas. On parle des quantités qui seront importées avec des droits de douane réduits. 99 000 tonnes pour la viande bovine, c'est à peu près 1,5% de la production de l'Union européenne. 180 000 tonnes pour la volaille, idem pour le sucre. C'est encore trop, c'est pas suffisant pour rassurer ? Mais le problème, c'est qu'il y a aussi un effet cumulatif des traités. Donc il y a l'accord du Mercosur, il y a aussi d'autres accords. Donc c'est l'effet cumulatif. Et ici, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce qu'effectivement, ce sont des produits qui vont être importés à des coûts potentiellement plus bas que ceux qui peuvent être pratiqués sur le marché européen. Pourquoi ? Parce que les conditions sociales et environnementales dans lesquelles ils sont produits ne sont pas les mêmes que celles qui sont imposées aux agriculteurs européens. Aujourd'hui, en Europe, on parle beaucoup de dérégulation, de déréguler parce qu'il y aurait trop de normes environnementales. Ce que j'entends de la part de nombreux agriculteurs rencontrés, notamment dans le contexte des discussions sur le Mercosur, c'est dire, en fait, la question n'est pas là. La question est, les normes environnementales, on les met en œuvre parce que sur nos fermes, on fait déjà énormément d'efforts pour réduire les pesticides, pour rencontrer les objectifs climatiques, pour faire en sorte que nos terres soient plus productives et en fait continuent à avoir leur fonction première et de restaurer la biodiversité. C'est la contribution des agriculteurs en fait à nos objectifs environnementaux et climatiques. Mais aujourd'hui, on leur dit quoi ? En fait, tous vos efforts vont être sapés parce qu'on va importer des produits qui ne rencontrent pas les mêmes efforts et qui vont effectivement rentrer sur le marché européen. Donc il y a une question de concurrence déloyale au niveau des prix, au niveau des normes qui sont pratiquées. La réalité aujourd'hui montre que les contrôles ne sont déjà pas effectifs. Les doutes à la fois des agriculteurs et un peu de la France aussi, parce qu'elle traîne un peu des pieds sur ce dossier. La Commission promet une hausse de 50% des contrôles de douane dans les 2 ans qui viennent, de 33% des audits aux postes frontières pour vérifier que les États membres effectuent bien des inspections sur ces produits. Vous faites confiance à l'Europe pour renvoyer à l'expéditeur des denrées alimentaires qui ne correspondraient pas parfaitement à nos normes
Ça serait quand même compliqué et même délicat, j'ai envie de dire. Mais si la Commission multiplie les contrôles, c'est déjà un pas dans la bonne direction. On ne peut pas contrôler l'importation de chaque produit. Néanmoins, il y a une réelle volonté de la part de l'Union européenne à tenir compte des soucis exprimés par les parlementaires européens. Alors, pour compenser... Vous n'êtes pas d'accord, je crois. Le problème, c'est que les consommateurs doivent pouvoir avoir confiance dans l'Union européenne. Et déjà aujourd'hui, pas plus tard que la semaine dernière, il y a à nouveau eu un problème de bœuf contenant des hormones, des antibiotiques qui sont interdits en Europe, qui ont été constatés, retrait du marché des produits. Donc quand les contrôles ont lieu et qu'ils sont opérationnels, c'est bien. Mais la Commission européenne reconnaît qu'il y a un manque de contrôle, un manque de traçabilité aussi des filières dans les pays concernés, donc au Brésil, en Argentine et puis aux frontières. On est incapable de tout contrôler. Donc potentiellement, ces denrées rentrent sur le marché européen et l'objectif de l'accord, c'est de faciliter cette entrée et de diminuer les contrôles. Et donc, c'est un leurre de dire on va renforcer les contrôles et il n'y a déjà pas assez de moyens. La France, la Belgique, nos pays ne mettent pas suffisamment de moyens à disposition des agences des douanes pour assurer tous les contrôles sanitaires et phytosanitaires déjà en l'état. Donc, s'il y a des volumes supplémentaires, ça ne va pas aller en s'améliorant. Pour compenser de potentiels impacts négatifs et néfastes sur les marchés agricoles et les exploitations de cet accord avec le Mercosur, la Commission européenne a prévu une clause de sauvegarde. Le commissaire à l'agriculture nous explique le principe. Nous avons une clause de sauvegarde qui est en cours d'élaboration et qui sera efficace pour faire face aux problèmes. Si les importations dans un secteur donné augmentent par exemple de 10% et que les prix baissent de 10% en conséquence, même si un seul État membre est concerné, alors cette clause de sauvegarde interviendra et c'est une chose très importante. Saskia Brikmont, ça ne vous suffit pas comme garantie ? C'est une garantie pour répondre à la demande du président Macron, à la demande de la France, pour rassurer le secteur agricole et faire en sorte que la France puisse dire « Ok, c'est bon, on valide l'accord du Mercosur ». Quand on gratte et qu'on analyse la clause de sauvegarde, ce qu'on a fait avec les syndicats agricoles, parce que ce sont eux finalement les experts du secteur, on constate que cette clause n'est pas effective, parce que les conditions pour pouvoir actionner la clause et mener des enquêtes du côté de la Commission européenne sont telles qu'en fait, elle n'est pas opérationnelle. C'est du coup notre travail ici au Parlement européen d'amender cette clause, même si les conservateurs ne voulaient pas qu'on amende, ils voulaient qu'on la valide telle qu'elle. On est en train d'essayer de l'améliorer pour la rendre réellement effective, mais ça ne touche pas au cœur des problèmes de l'accord, ce dont on vient de parler. Alors, la réciprocité, justement, les pesticides, dernier tour de table, il nous reste une petite minute. L'accord doit être avalisé par les 27 chefs d'État réunis en sommet européen le 18 décembre. La majorité qualifiée suffit. La France a acclamé longtemps son opposition au texte avant de se radoucir. Petit pronostic, est-ce que cet accord va passer ? Est-ce qu'on aura une adoption très large ? Je n'en sais rien. Moi, je dis, de mon point de vue, en ayant analysé les avantages et les inconvénients, je crois qu'on devrait donner une chance à cet accord. Je crois qu'au Parlement européen, on pourra avoir une majorité, fût-elle courte, et au niveau des États membres, je ne vois plus une réelle perspective pour organiser une minorité de blocage. Là où la Commission européenne, là où l'Union européenne est compétente, je crois qu'elle arrivera avec les co-législateurs à entériner cet accord. 10 secondes. Au fil des négociations, de plus en plus de députés se sont rendus compte que sur le contenu, il y avait toute une série de problèmes climatiques, déforestation, droits des travailleurs, droits des agriculteurs, pesticides interdits, donc les normes environnementales, sociales qui ne sont pas respectées. Cette prise de conscience, elle est là. Et donc j'appelle les collègues, mais aussi les États membres à regarder le contenu et à voir quelles autres formes de partenariat on doit conclure avec les partenaires du bout du monde, mais ça ne passe pas par des accords commerciaux comme ceux-là. Donc on va continuer à défendre d'autres accords commerciaux, c'est essentiel. Merci à vous d'avoir... Mais si l'accord échoue, alors on n'aura pas de moyen de pression sur les pays du Mercosur pour respecter les dispositions de l'accord de Paris, notamment sur ce qui est de la préservation des forêts. Ce n'est pas contraignant dans l'accord. Merci à vous en tout cas d'avoir très bien illustré ce débat qui pourrait se poursuivre longtemps, on l'entend. Merci à vous, merci Caroline et bonne suite de programme sur nos chaînes.